Ceci n'est pas un jeu, c'est une répétition. Nuit et jour dans la neige ou le sable brûlant, ces hommes répètent leur rôle dans une tragédie dont nous serions aussi les acteurs si par malheur on venait à la jouer vraiment, la guerre. Chaque geste que vous allez voir s'accomplir dans ce document est exactement celui qu'il leur faudrait faire pour vous défendre en cas de malheur. Hello, Dedicator BC. Hello, Dedicator BC. This is Dedicator BC. Come take the target within 10 minutes. Repeat, come take the target within 10 minutes. Okay, Jack. Out. Il suffirait de ces 3 gestes pour que la trappe de cet avion atomique s'ouvre ainsi. Mais au-delà de cette image figée dans l'attente, la répétition cesserait d'être une répétition. Ce serait le signe que ces antennes, qui guettent du pôle à l'équateur chaque tressaillement de l'espace et les répercutent d'écho en écho, comme d'antiques veilleurs, auraient enregistré et recoupé quelques bruits suspects. Car pour ces oreilles géantes dont le globe est hérissé, sur terre, dans l'air, sur mer, la paix dont vous jouissez en ce moment n'est qu'une variété du silence. Qu'en cette seconde précise, à votre insu et à la mienne, ce silence pour cet avion se déchire, et il y aurait à la frontière des 2 blocs des hommes dont le métier est de ne pas être surpris. L'un des points de cette carte, le voici. Un village anglais comme les autres, avec sa petite place, sa rivière, son facteur, son école, ses enfants qui jouent. Mais au-delà de cette apparence paisible, un nom. Cottesmore, l'une des bases atomiques de Grande-Bretagne, que 5 colonnes à la une, après des mois de patience, a pu obtenir de l'OTAN l'autorisation de vous montrer pour la première fois. Nuit et jour derrière ces barbelés, des avions de la RAF sont prêts à décoller avec l'arme atomique dans leurs flancs. Pour d'autres encore, il suffira de quelques secondes pour qu'ils puissent décoller à leur tour. Ici, l'entraînement ne se distingue jamais tout à fait d'une alerte véritable. Pour ces équipages, chaque geste doit être accompli comme si la guerre allait éclater. Si l'on savait les interpréter, tous ces signes, dictés en secret par les stratèges du Bomber Command, tracerait pour nous à chaque instant la vraie courbe de température du monde. Pour que cet avion ait pu décoller plus vite encore, on l'a allégé au départ du poids du carburant. C'est en l'air qu'il va faire le plein. Un avion ravitailleur est déjà au rendez-vous. De toutes ces secondes qu'il faut gagner comme des batailles, un homme est comptable, le commandant de la base, le groupe capitaine Dennis Mitchell. Mon colonel, dans l'hypothèse la plus grave, combien de temps vous faut-il pour faire prendre l'air à vos avions atomiques? Nous pouvons décoller en moins de 2 minutes. Et qui vous donnerait l'ordre si cet ordre devait être donné? Cet ordre vient de mon état-major, qui est le Bomber Command de la Royal Air Force, et qui est situé pas loin de Londres. Ce Bomber Command lui-même dépend de qui? Du ministre de l'Air? Ministre de l'Air. Vous avez des exercices d'alerte fréquents? Tout le temps. On en a beaucoup, mais très irrégulièrement. Peut-être un samedi soir, peut-être un mardi matin. La nuit, le jour, à n'importe quelle heure? La nuit, le jour, n'importe quelle heure. Quel est votre rôle à vous, précisément, mon colonel? Moi, je commande la base de Cottesmore. Ma responsabilité du point de vue des armes nucléaires. Oui. Moi, je suis responsable jusqu'au point
que les trois éléments, les trois parties d'un système d'armes est mis ensemble. Et les trois parties sont l'avion même, l'équipage et l'arme nucléaire. Une fois que ces trois éléments sont rassemblés, votre responsabilité s'arrête. Ça s'arrête, je dois simplement assurer qu'il y a moyen de décoller. Toutes les choses nécessaires sont mises à la disposition des bombardiers. Et comment vos pilotes, une fois en l'air, reçoivent leurs ordres? Directement du Bomber Command? Directement du Bomber Command. Par radio? Par radio. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, à côté de Londres, un homme qui, une fois que vos avions sont en vol, parle directement à vos pilotes pour leur donner des ordres. C'est ça. Ainsi, cet avion, le groupe Captain Mitchell sait quand il a décollé, il ne sait jamais d'avance quand il le verra se poser à nouveau sur le terrain de sa base. Mais voici plus secret encore. Marham, la première base anglaise des fusées atomiques. La répétition ici s'arrête plus tôt. Elle consiste seulement à sortir la fusée Thor de son hangar automatique et à la dresser vers le ciel comme une bête en air calme. Jamais, souhaitons-le de toutes nos forces, celle-ci ne connaîtra le ciel face auquel on lui apprend à se replier pour bondir. D'ailleurs, un fou voudrait-il la faire partir qu'il ne le pourrait seul. J'ai demandé au groupe Captain Mitchell de vous dire de quels moyens on dispose pour contrôler le départ de ces fusées atomiques. Le système de contrôle, lancement de la fusée, du point de vue du côté britannique, c'est exactement la même chose que le contrôle de bombardier, le vol de bombardier. Mais une attaque de fusée Thor, c'est un peu plus compliqué parce que c'est de fabrication américaine et il est doté d'une ogive nucléaire américaine. Pour cette raison, il y a des accords entre les Américains et le gouvernement britannique. Et selon ces accords, ni les Anglais ni les Américains savent tirer, lancer la fusée sans le consentement de l'autre. Sans consentement mutuel. Sans le consentement mutuel. Et comment les Américains contrôlent-ils Ils ont ces accords? un officier à chaque base de roquettes, chaque base de fusée, qui est en permanence et il a le contrôle technique de ce fusée. Et comme ça ne peut pas être lancé par les Anglais ni par les Américains sans ce consentement. De quelle façon a-t-il le contrôle? Il a une clé qui contrôle le mécanisme de l'ogive nucléaire. Qu'est-ce qu'il y a écrit de chaque côté de la serrure dans laquelle on met cette petite clé? Il y a guerre et paix. War and War peace. and peace. Est-ce que vous avez pensé quelquefois que cette petite clé pourrait peut-être servir? Non, moi pas. Pas vous. Parce que moi je ne crois pas que dans l'état du monde qu'il existe aujourd'hui, qu'il va y avoir une guerre en tout cas. Mais ce geste, même si personne ne l'accomplit jamais, le rôle de certains hommes est de le prévoir. Aux États-Unis, les fusées Thor sont produites à la chaîne comme des frigidaires ou des automobiles. Et en attendant une solution meilleure, c'est peut-être le moyen de préserver la paix. Cette paix que, paradoxalement, les boys américains du Strategic Air Command se relaient pour garder nuit et jour dans le ciel avec la mort atomique à leur côté. 1000 avions qui rôdent en cet instant au-dessus de vos têtes, sentinelles permanentes du ciel. Pendant quelques minutes, nous allons vous faire vivre leur nuit. 5 hommes dans un avion, suivant une route que la radio leur dicte d'instant en instant, vers un objectif secret.
Ils ne sont jamais seuls. Au sol, des centaines d'yeux les suivent minute par minute sur la carte du monde. Des caméras de télévision en couleur enregistrent et transmettent ces mystérieux trajets au cerveau de l'organisation qui coordonne et règle ce gigantesque ballet. Maintain 50,000 feet. 50,000 feet. Bearing 060 magnetic. Bearing 060 magnetic. Switch to channel 5. Repeat 5. Attention Skywatch. Attention Skywatch. Attention Black Air Key. Attention Black Air Key. The last 10 miles for 8-9. Quand cette sonnerie retentit, le commandant de bord sait qu'il est l'heure H moins 46 minutes. Le dernier message radio va lui parvenir au-delà duquel ce sera le silence. Si au bout de ces 46 minutes la radio ne s'est pas fait entendre, ils retourneront à la base. 46 minutes pendant lesquelles ils vont continuer à voler seuls vers cette guerre qui ce soir encore n'aura pas lieu. À moins que la radio ne grésille à nouveau pour leur transmettre cet ordre que chaque fois ils espèrent comme vous ne jamais entendre, continuez sur l'objectif. La radio n'a pas retenti. Ce soir encore, ils coucheront dans leur lit.